Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de cette émission, on va parler de Femmes de justice, un ouvrage publié chez Henrik B. Éditions. On évoquera également les licenciements vexatoires et enfin, on parlera de la prise en compte des enjeux liés aux data en matière de droit de la concurrence. On commence tout de suite cette émission avec Gwenola Joly-Coz, l'auteur de l'ouvrage Femmes de justice, publié chez Henrik B. Éditions. Gwenola, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir choisi cet ouvrage sur les femmes de justice ? Eh bien parce que pour moi il était important que nous parlions des femmes de justice qui sont trop souvent invisibles, voire invisibilisées par l'institution. Et donc j'avais à cœur de remettre en lumière tous ces visages, tous ces parcours, toutes ces femmes qui sont des modèles pour les femmes de justice d'aujourd'hui. Alors parmi ces modèles, il y a la première femme magistrate. Qui est-ce ? Alors la première femme magistrate, elle était une inconnue il y a encore 4 ans et c'est ce qui m'a motivée à essayer de retrouver à la fois son identité et son histoire. Il s'agit de Charlotte Béquignon-Lagarde et qui est en fait magistrate de par la loi du 11 avril 1946 qui a ouvert aux femmes la possibilité de rendre la justice en France. Elle va donc rentrer à la Cour de cassation le 15 octobre 1946. Quel est son parcours ? Alors c'est une femme en réalité extraordinaire et c'est d'ailleurs étonnant qu'elle n'ait pas été mieux connue auparavant puisque c'est la première agrégée de droit en France en 1931. Et lorsque le gouvernement cherche une femme pour rentrer dans la magistrature puisque cela vient d'être autorisé, eh bien on se tourne vers elle car elle est une grande professeure d'université à Rennes à l'époque. Et c'est à la faveur de la passerelle, en fait, entre universitaire et magistrature, qu'elle va devenir magistrate. Elle restera ensuite à la Cour de cassation 19 ans à la Chambre sociale. Ah, ce n'est pas rien. Ça n'est pas rien, elle est vraiment un symbole. Et derrière elle, un certain nombre de femmes vont rentrer dans la magistrature, mais somme toute assez lentement au cours des années 50 et 60. Alors justement, dans cet ouvrage, vous retracez le parcours des pionnières. Quel intérêt de dresser cette chronologie des femmes magistrates et ainsi une histoire de la féminisation de la magistrature ? Eh bien, vous le dites très bien, c'est l'histoire de la féminisation de la magistrature que j'ai voulu faire, parce qu'en fait, elle n'avait jamais été dressée jusqu'à présent, et cela peut sembler étonnant, alors que le phénomène de féminisation de la magistrature est le plus fort phénomène sociologique qu'elle ait connu depuis l'après-guerre. Alors pourquoi faire ces histoires de femmes ? Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas connues et que lorsque je me suis posé la question « Qui est la première femme magistrate en France ?» Eh bien, personne ne pouvait me répondre et que les questions qui en ont découlé n'avaient pas plus de réponses. Par exemple, qui a été la première procureure de la République en France ? Qui a été la première présidente d'une cour d'appel en France ? Et c'est en égrénant ces questions que j'ai retrouvé les noms de toutes ces pionnières que l'institution elle-même ne détenait pas. Car il faut le savoir, le ministère de la Justice n'était pas en capacité de dresser lui-même ces listes. Alors ce qui est intéressant également dans votre ouvrage, c'est que vous donnez une vision, aussi une définition de certains concepts comme l'égalité femmes-hommes dans le milieu judiciaire. Alors c'est cela, en fait, les 17 portraits de femmes m'ont servi à y adosser un certain nombre de concepts. Vous savez, les grands concepts de la conversation féministe qui se sont mis en place au cours des 15 dernières années, qui ont été construits en fait par la doctrine, car désormais un véritable appareillage intellectuel existe autour de ces questions. J'ai donc voulu les appliquer au milieu judiciaire et c'est ainsi que j'ai essayé d'expliquer ce que peuvent être la mixité, la parité, l'égalité, mais aussi la féminisation des titres, les quotas, le plafond de verre, etc. Expliquer tous ces concepts à l'aune du monde judiciaire. Pour conclure, est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré plutôt qu'une autre dans cette magistrature, dans ces femmes pionnières ? Alors l'une d'entre elles m'a particulièrement touchée, c'est Monique Mabelli, qui est à l'époque juge d'instruction à Marseille et qui est appelée à la prison des Baumettes à 4h du matin pour la dernière exécution capitale qui a eu lieu en France. Elle y a assisté et elle a rédigé à 6h du matin d'une écriture automatique et émotionnelle. Elle a rédigé un magnifique texte qui rend compte de ce qu'elle a pu ressentir mais aussi penser de ce qui se passait ce jour-là lorsque le dernier homme a été exécuté en France, condamné à la peine de mort. Et ce texte, en fait, j'ai voulu montrer qu'il avait eu le destin qu'ont souvent les écrits de femmes, puisqu'elle n'a pas décidé de le rendre public.
Elle l'a laissé dans un tiroir pendant 14 ans. Et c'est son fils qui l'a retrouvé. Je trouve donc cette histoire à la fois pleine d'enseignements sur la façon dont les femmes traitent leurs propres écrits, leurs propres pensées, et à la fois montrer qu'au regard de l'histoire, eh bien finalement ce texte il est important, fondamental, et le retrouver et désormais le voir montré à l'École nationale de la magistrature me semble vraiment un beau symbole. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Je vous en prie, merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit Lex Inside et je suis en compagnie de Mélanie Soutreau, associée chez Barthélemy Avocat, et on va parler du licenciement vexatoire. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les conditions pour qu'un licenciement soit qualifié de vexatoire ? Alors, la notion de licenciement vexatoire est une notion qui n'est pas prévue par les textes, qui est complètement prétorienne, c'est-à-dire qu'elle a été créée et imaginée par les juges, alors sous l'impulsion évidemment des salariés et de leurs défenseurs qui ont imaginé ce concept pour tenter d'obtenir une indemnisation complémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Alors, ça veut dire le licenciement vexatoire, c'est un licenciement qui repose sur les circonstances de la rupture. Les circonstances de la rupture, c'est celles qui ne sont ni relatives à la procédure, c'est-à-dire à la forme, ni relatives au fond, c'est-à-dire à la motivation du licenciement. C'est plutôt la manière dont l'employeur, dont on doit attendre qu'il soit courtois, délicat, ou en tout cas qu'il respecte la procédure pas à pas, eh bien, a commis une faute. Une faute, c'est-à-dire qu'il a abusé de son droit de procéder à une rupture du contrat de travail. Alors évidemment, cette notion, ce n'est pas le juge qui s'en empare, c'est le salarié qui doit l'invoquer devant le conseil de prud'homme. C'est au salarié qui l'invoque d'en apporter la démonstration, c'est-à-dire de prouver qu'il existe une faute, qu'il existe un préjudice qui soit indemnisable, parce qu'on va en parler, mais tous les préjudices ne sont pas indemnisables, et qu'il y a un lien de causalité entre les deux. C'est de la responsabilité civile contractuelle. Alors, est-ce qu'on peut obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'un licenciement dit vexatoire ? Alors, c'est le but, parce que vous savez que le barème, dit barème Macron, désormais bien installé et validé par les instances juridictionnelles, limite l'indemnisation sur la motivation manquante du licenciement, de la même manière qu'un licenciement irrégulier est capé en termes d'indemnisation. Par le biais de ce préjudice distinct, le salarié va tenter d'obtenir une indemnisation complémentaires, des dommages-intérêts qui sont souverainement appréciés par les juges du fond, c'est-à-dire que le conseil de prud'homme en première instance, la cour d'appel en seconde instance, la cour de cassation n'opérera pas de contrôle de droit sur cette dimension, va allouer des dommages-intérêts en sus de ce qui aura pu être versé. À la rigueur, peu importe que le licenciement soit régulier ou irrégulier, fondé ou infondé, on peut en donner quelques exemples, s'avérer vexatoire dans la mesure où, compte tenu de l'âge, compte tenu du passé professionnel du salarié, compte tenu de la motivation du licenciement, certaines circonstances sont démesurées. Ça peut être par exemple le salarié auquel on demande de s'en aller brutalement, sans saluer qui que ce soit, sans récupérer ses effets personnels, en annonçant une publicité liée au départ, peut-être en interdisant à un salarié, encore une fois, de revenir faire un pot de départ, ou en tout cas que la réputation du salarié puisse être atteinte. Alors il ne faut pas confondre cette notion de licenciement vexatoire avec le mécanisme habituel de la mise à pied conservatoire, qui est une mesure préventive et qui est destinée à éloigner un salarié dont la présence pourrait poser une difficulté. En tout cas, pour répondre à votre question, effectivement, la première condamnation, ça va être des dommages-intérêts. Difficile d'avoir un quantum à vous donner, puisque je viens de vous indiquer que le barème Macron ne s'applique pas. Le salarié pourra obtenir, le cas échéant, une forme de publicité apporté au jugement, pas d'excuses en bonne et due forme et de publicité en interne, mais une publication du jugement. On s'aperçoit que la Cour de cassation va un peu au-delà, puisque l'été dernier, à l'occasion d'un arrêt qu'elle a rendu au mois de juillet, a débordé sur la notion d'obligation de sécurité. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que l'employeur, il doit se comporter en bon père de famille. Donc, il a une obligation de sécurité. Alors, elle n'est plus vraiment de résultat, elle est de moyens renforcés probablement, mais en tout cas, il doit veiller à ce que le contrat de travail s'exécute loyalement. Et donc, cette notion de manquement à l'obligation de sécurité commence effectivement à instiller, et la Chambre sociale de la Cour de cassation y a donné une réponse favorable au cours de l'été dernier.
À l'extrême, on pourrait même imaginer que soit invoquée la liberté d'expression du salarié s'il est empêché de s'exprimer. On sait que la Chambre sociale au cours de cassation est particulièrement sensible à cette dimension. L'objectif principal, je voulais introduire de cette manière, c'est effectivement d'obtenir une indemnisation complémentaire et non capée par le juge prud'homal. Pour terminer, vous avez évoqué l'obligation de sécurité pour l'employeur, la liberté d'expression du salarié, peut-être quelques bonnes pratiques à l'intention des employeurs pour éviter ce licenciement vexatoire. Alors, bonne pratique, c'est peut-être de prendre conseil en première intention. Et puis, c'est surtout, comme on l'attend du salarié, d'être dans l'exécution loyale du contrat de travail. Et au regard de l'exécution en tout cas la fin de l'exécution du contrat de travail, c'est tout simplement de se rappeler qu'il existe une procédure légale, une procédure réglementaire que le règlement intérieur prévoit, qui consiste à jalonner par étapes, avec une convocation, avec un entretien. Donc, c'est de respecter ces procédures, peut-être se faire accompagner. C'est vrai que l'exercice d'employeur est un exercice souvent de solitude dans des structures petites, moyennes et même grandes. Quand on a la chance d'avoir des fonctions support, de l'encadrement, même des représentants du personnel qui peuvent accompagner la démarche, on peut imaginer que le débat est moins passionné, moins passionnel et que les propos ne débordent pas l'objectif qui est peut-être de se séparer, puisque c'est un projet de licenciement jusqu'à la notification, et que souvent à plusieurs, face à une décision qui est rude pour le salarié, évidemment, son parcours s'interrompt, son ego est abîmé, c'est de se dire qu'à plusieurs, on réfléchit mieux et peut-être qu'on procède avec plus de raison. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit ce Lex Inside et on va parler des enjeux data en droit de la concurrence avec Julie Catala-Marty, associée chez BCLP. Julie, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, dans quel contexte les data sont-elles prises en compte dans l'analyse concurrentielle ? Alors, avant de vous répondre, une toute petite précision, Arnaud, c'est que quand on parle de data, on parle évidemment de données à caractère personnel. Alors, longtemps, le droit de la concurrence et le droit des données personnelles ont été dissociés, c'est-à-dire ont été appliqués en silo. Alors ça se comprend parce que ces droits ont des finalités différentes. On a le droit de la concurrence qui vise à protéger l'ordre public économique et le droit des données personnelles qui vise à protéger des droits individuels. Alors, l'essor des plateformes numériques est venu changer la donne, bouleverser cette ligne de démarcation. Pourquoi ? Eh bien, parce que les acteurs du numérique, ils sont capables de collecter, de traiter, de processer des données personnelles de manière massive et de manière automatique. Ils sont capables de monétiser ces données, d'en tirer un pouvoir de marché extrêmement important. Et ils sont capables, évidemment, d'abuser, parfois, de ce pouvoir de marché qui est lié aux données. Alors, l'omniprésence de ce nouveau modèle d'affaires lié aux données a conduit à modifier l'analyse concurrentielle. D'abord, il a conduit à l'améliorer, cette analyse concurrentielle, pour mieux prendre en compte les données. Et Madame Marie-Laure Denis, qui est présidente de l'ACNIL, a d'ailleurs déclaré dans une intervention devant l'autorité que le droit des données personnelles devenait un allié pour limiter les abus d'un point de vue concurrentiel. Et deuxième point intéressant, c'est qu'on a vu émerger un nouveau droit à côté du droit de la concurrence avec le Digital Market Act, le DMA, qui est entré en vigueur il y a peu de temps, en novembre dernier, une régulation ex ante, une régulation des grandes plateformes, des gatekeepers. Et cette régulation, évidemment, elle interagit avec le droit des données personnelles. Alors, dans ce contexte, comment les autorités de concurrence tiennent en compte les données personnelles dans le cadre de l'analyse concurrentielle? Alors, les autorités de concurrence, elles ont tenu compte des données personnelles dans deux secteurs. Le contrôle des concentrations d'un côté et la répression des pratiques anticoncurrentielles de l'autre. En matière de contrôle des concentrations, une question importante qui s'est posée avant même de s'interroger sur l'analyse concurrentielle, c'est la contrôlabilité des opérations de concentration. Il y a des opérations de concentration dans le secteur du numérique pour lesquelles les data étaient très importantes, qui ont échappé
au contrôle des concentrations. Elles n'ont pas donné lieu à examen. Pourquoi ? Parce que la cible, qui était l'entreprise acquise, ne passait pas les seuils en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est le cas, par exemple, de l'acquisition de Ring par Amazon, de LinkedIn par Microsoft ou d'Instagram par Facebook. Ces opérations n'ont pas été examinées. Là, on a le DMA qui vient apporter une précision intéressante. Ce Digital Market Act dont je vous parlais, il prévoit... Que dit-il ? Alors, il prévoit que lorsque un gatekeeper, un contrôleur d'accès, se portera acquéreur d'une entreprise dans le secteur du numérique, eh bien, cette opération, elle devra être portée à la connaissance de la commission, même si elle ne passe pas les seuils. Donc, la commission pourra l'examiner et évidemment en tenant compte de la façon dont le gatekeeper protège ou non les données personnelles. En matière de pratiques anticoncurrentielles, là aussi, les choses ont évolué au fil du temps. Dans un premier temps, les autorités s'attachaient, regardaient comment d'anciens monopoleurs historiques type EDF, type GDF ou encore France Télécom utilisaient les datas qu'elles pouvaient collecter via leurs fichiers de clients. On a une décision de 2014 qui est intéressante, une décision de l'autorité, des mesures conservatoires qui concernaient GDF. Elle dit quoi ? Alors, cette décision nous dit que GDF, par la collecte de ces données, pouvait abuser de sa position dominante et prononce des mesures conservatoires. Oblige GDF à donner accès à son fichier client, mais pas dans n'importe quelles conditions, en respectant les prescriptions de la CNIL, c'est-à-dire dans le respect de la vie privée, et en permettant aux usagers, aux clients de GDF, de s'opposer à un transfert automatique des données. Donc voilà pour la pratique traditionnelle, et ce qu'on sait aujourd'hui, la tendance, c'est que les interactions vont se multiplier. Je vous donne juste une référence intéressante. C'est dans une affaire de septembre 2022, très récente, qui concerne Meta. L'avocat général Rantos a, dans ses conclusions, souligné que le fait qu'une pratique soit conforme ou non au RGDP peut constituer un indice important pour établir la violation à une règle de concurrence. Donc, on le voit là, l'interaction telle qu'elle est voulue par M. Rantos, va devenir extrêmement importante. Et l'autorité vient de publier le 3 mars, c'est tout récent, ses priorités pour 2023-2024, et on voit que la tendance va se confirmer. Donc on voit très bien qu'il y a les interactions entre droit de la concurrence et données personnelles. Du coup, comment Autorité de la concurrence et CNIL coopèrent-elles ? Alors, là-dessus, on est encore une fois au cœur de l'actualité, puisque la CNIL a confié une lettre de mission à monsieur Bruno Lasserre, à l'ancien président de l'Autorité de la concurrence. Lettre de mission, pourquoi ? Eh bien, pour dessiner à terme de véritables axes de coopération qui tiendraient compte des missions respectives des deux autorités. Cette lettre de mission, elle soulève un certain nombre de questions qui sont, je trouve... Quel type de questions ? Alors, les questions, c'est peut-on rendre plus fréquent le recours aux saisines pour avis d'une autorité par l'autre ? Alors, la CNIL, elle a déjà été saisie pour avis par l'autorité de la concurrence sur des comportements d'acteurs dans le secteur de la publicité en ligne. Alors, comment multiplier ce type d'initiative ? Quel raisonnement croisé et outils développés pour renforcer la coopération, donc avoir des outils communs. Ensuite, autre question, la CNIL, est-ce qu'elle doit intégrer dans son analyse des éléments de l'analyse concurrentielle, ce qui serait quand même une nouveauté majeure. Autre point, c'est comment se servir de la mise en œuvre du DMA, ce Digital Market Act, comme d'un levier pour renforcer la portée du droit à la portabilité qui est prévu par le règlement sur les données personnelles. Donc voilà les questions qui se posent. Et lorsqu'on aura la synthèse des travaux de monsieur Lasserre, eh bien on saura comment la CNIL et l'autorité peuvent continuer à travailler ensemble et à nourrir bien l'analyse concurrentielle. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur le plateau de Lex Inside. Merci à vous. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Lex Inside.